La radio des Français dans le monde présente le dossier spécial Les ados et l'expatriation, parrainé par Expat Students, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. La radio des Français dans le monde, en partenariat avec Expat Pro et le parrainage de Expat Students, je cite tout le monde. Eh bien, c'est un sujet dans lequel on rentre en profondeur, les ados et l'expatriation, sujet important. Et d'autant que là, pendant 10 minutes, avec Adélaïde Russel, psychologue, on va parler du sujet de la dépression. On en parlait aux antennes il y a quelques instants. Bonjour Adélaïde. Bonjour Gauthier. On se disait que c'était pas un sujet sur lequel on avait beaucoup de ressources. On trouve pas beaucoup d'infos sur Internet. C'est quoi? Parce que c'est gênant d'en parler? On va dire que c'est un aspect de la vie d'expat qui existe, qui est pas forcément systématique et répandu, mais on le rencontre, oui. Et aujourd'hui, on se parle sur ce sujet de la dépression. Un ado qui est mal dans sa peau, un ado qui vit en expatriation qui est mal dans sa peau, ça c'est relativement classique. La dépression, c'est autre chose que de se sentir mal dans sa peau. Ah oui, déjà l'adolescence, on a l'habitude de dire que c'est vraiment une période de remaniement physique, psycho-affectif. Donc c'est une période où tout va changer chez le jeune. Il quitte l'état d'enfant, son corps se transforme, il rentre dans un autre état. Il peut y avoir des moments de déprime, des moments passagers, de baisse d'humeur, où ça va pas trop. Ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus d'adaptation, spécialement si entre deux, il y a un changement de pays, il faut quitter, il faut se réinstaller. Ça peut être vécu dans la joie, mais il y a aussi des moments où ça tiraille un peu. Donc au niveau de l'humeur, elle n'est pas toujours au beau fixe. Ça, c'est les moments de déprime, d'ajustement. En revanche, rentrer dans ce qu'on appelle un épisode dépressif, c'est encore un autre degré, une autre intensité dans le changement d'humeur, et on peut rentrer dans ce qu'on appelle une réelle maladie qui est la dépression. Pour les parents qui nous écoutent, comment on fait le distinguo entre un coup de déprime et une profonde dépression ? Alors, c'est une question d'intensité et de temps. C'est-à-dire que un moment de déprime, l'ado change son comportement et est un peu différent. Mais au bout de quelques jours, grâce à l'entourage, grâce aux activités, ça va mieux. Quand un épisode dépressif va s'installer, l'enfant va avoir plusieurs expressions symptomatiques qui vont vraiment durer dans le temps, qui vont être là tous les jours, qui vont durer dans le temps pendant, on va dire, à peu près 2 semaines, de façon très consistante et très consécutive. Donc là, il faut commencer à s'alarmer. Et de quels symptômes on parle ? Alors, il peut y avoir plusieurs choses qui vont se combiner. On parle de la dépression d'un modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il va y avoir des facteurs reliés plutôt à la génétique, des facteurs reliés plutôt au psychologique et des facteurs reliés au social. Il y a ces 3 éléments-là qui se combinent. Mais en général, la classification des troubles mentaux, donc ou le DSM ou la CIM, indique qu'il y a. Alors, l'enfant peut avoir une humeur triste qui va commencer à s'installer, qui peut parfois prendre la tonalité un peu d'irritabilité, de colère. Il peut y avoir cette coloration-là aussi. Mmh. Il va y avoir une grosse baisse de l'intérêt, du plaisir. C'est là où il y a un gros changement. Les activités qu'il aimait faire, il veut plus les faire, ça l'intéresse plus. Là, on peut identifier un truc qu'il adore faire, d'un coup, il aime plus du tout. Ouais. C'est un mauvais signe, c'est une mauvaise tendance. Oui, ouais, exactement. Il va y avoir le facteur aussi dans la baisse de l'intérêt. Il va y avoir souvent un retrait, un isolement. Il va restreindre ses relations sociales. Ça, c'est pas bon signe. Rester dans sa chambre, rester dans son lit trop longtemps, ça c'est un peu inquiétant. Et puis, ou alors, il va tout simplement exprimer il mobilise un effort incroyable pour faire des actions basiques du quotidien qu'il faisait si facilement avant. Donc là, il y a quelque chose qui va mettre en alerte. Au niveau de la physiologie, il peut y avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation qui vont être perturbés, soit en trop, soit en moins. Et puis, il peut y avoir aussi une tendance à se dévaloriser. Il va commencer à avoir des pensées un peu négatives en se jugeant, se critiquant, en étant très négatif avec lui-même. Il peut y avoir aussi une grosse difficulté à se concentrer, ça devient difficile pour lui. Donc, quand il y a une chute des notes, par exemple, une incapacité à
à performer au niveau du travail comme avant. Il y a un risque de découragement, de décrochage scolaire aussi. Ça, c'est un élément sur lequel il faut être en alerte. Et puis, la dernière chose, c'est lorsque l'enfant commence à exprimer des grosses questions existentielles, soit sur le sens de la vie et l'intérêt de la vie, soit dans le continuum plus important, plus grave, des idées noires ou carrément des idées suicidaires. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là qui vont s'installer, qui vont durer, qui deviennent envahissants et qui, au bout de 2 semaines, quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaie, ne partent pas. D'accord. Là, il faut commencer à s'inquiéter. T'as carrément daté ça à 15 jours. Au-delà de cette période où ces symptômes se cumulent, il y a vraiment un warning qui s'allume. Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a un changement total, avec une rupture totale avec son comportement antérieur. D'accord. Donc, c'est ce qui met en alerte. Adélaïde, en tant que psychologue et qui accompagne de nombreux adolescents expatriés, est-ce qu'il y a un symptôme supplémentaire pour l'ado expat ? Alors, spécifique, non, mais quand même, dans ce cas-là, l'ado va se débattre avec tout ce qui est une thématique autour de la rupture. De ce qu'on a laissé, de ce qu'on a perdu, de ce à quoi il faut renoncer. Et je trouve que c'est des remaniements difficiles à faire au moment où ça se superpose avec le travail à faire de deuil de l'enfance. Puisqu'on dit l'adolescence, c'est guérir de son enfance, donc il y a du boulot. Enfin, c'est difficile. Et quand en plus, effectivement, il y a un changement à ce moment-là, que ça soit une expatriation ou une impatriation dans n'importe quel sens, ça devient compliqué pour certains jeunes. Alors, ça va pas toucher tout le monde. C'est intéressant de voir que dans une fratrie, il y a une variabilité énorme entre chaque enfant. Ça va pas toucher tout le monde, mais ça peut toucher un de ses enfants. Alors, quand on doit monter à bord d'une voiture, on doit avoir un permis de conduire. Quand on devient parent, on n'a pas de formation particulière. Comment on découvre que ça va mal se passer ? Comment on découvre qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut l'accompagner, qu'il faut qu'il voie un psychologue ? Comment on le sait ? En général, on essaie quand même d'être un peu accompagné au niveau social autour de nous. On a quand même des amis, on a de la famille. Enfin, on peut être amené à pas mal discuter pour savoir un peu comment faire. Enfin, on repère que chaque enfant est très très différent, qu'il y a des tempéraments, des personnalités, des manières de fonctionner pour chaque enfant qui vont demander à chaque fois une attention peut-être plus spécifique sur certaines choses. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de ressources pour aller chercher de l'information, aller trouver des réponses à certaines questions. Parce que tu disais en effet, des parents peuvent s'entourer d'amis et de famille, mais s'ils sont eux-mêmes expats, ils ont peut-être pas ces personnes sous la main aussi facilement que s'ils étaient dans leur pays d'origine. Le fait d'être un peu loin, ça peut renforcer un peu cette panique du parent. Oui, alors il peut y avoir ce côté-là effectivement où donc le facteur de connexion sociale est vraiment indispensable et très très important. Qu'on ait bougé ou pas, qu'on ait changé de pays ou pas, ça fait partie de notre survie en tant qu'être humain. Donc, c'est un besoin fondamental. Aujourd'hui, on peut quand même se connecter avec nos proches en visio et puis continuer à discuter. Ouais. On peut aussi recréer des liens assez intenses et assez forts quand on arrive sur place avec une communauté spécifique qu'on se recrée. Mais on peut pas faire l'économie de se sentir seul. C'est-à-dire qu'au début, oui, on jongle et on doit arriver à composer, à négocier avec ce sentiment d'isolement que qu'on reconstruire petit à petit. Et quand on est vraiment entré dans une dépression forte, l'aide d'un professionnel est obligatoire ? Oui. Alors surtout si on sent que l'enfant se met à risque. Alors aujourd'hui, il y a dans la nouvelle génération, il y a le problème, gros problème des réseaux sociaux qui vont amener les jeunes à soit trop s'isoler, passer trop de temps sur l'écran et à se mettre à risque. Il y a cet élément-là. Si le jeune
pratique dans sa détresse, commence à avoir des troubles un peu trop forts alimentaires, du sommeil. Il peut y avoir aussi des actes d'automutilation. Il peut y avoir des idées, des envies de mort, des choses comme ça. Tous ces symptômes-là doivent être extrêmement pris au sérieux. Et dans ces cas-là, il faut arriver à communiquer avec son enfant, mais surtout à lui expliquer qu'en tant que parent, on est responsable de sa santé et que ensemble, on va faire des démarches pour l'aider à se soigner. Donc, c'est tout de suite essayer de rencontrer un médecin qui va commencer à faire un suivi et puis évaluer l'intensité de l'épisode dépressif. On dit léger, modéré, sévère, pour, en fonction de la situation, donner une réponse adaptée, soit un suivi en ambulatoire, c'est-à-dire à la maison, soit une hospitalisation s'il y a un risque de danger imminent pour le jeune. Et le parent doit commencer à essayer d'entamer une discussion avec l'ado avant d'aller voir un psy, par exemple ? Ah oui, exactement. C'est-à-dire que le parent, il doit commencer à exprimer sa préoccupation profonde, constater l'état de son jeune, et puis exprimer sa sollicitude et son inquiétude, et puis proposer des solutions. Même quand c'est difficile de communiquer avec l'ado parce que il refuse un peu d'entrer en communication. Oui, même s'il est dans le refus, le rejet, l'isolement total, effectivement, on peut envoyer un petit mot, on peut par texto, on peut écrire une petite lettre, on peut discuter. Il y a des moyens de dire « je m'inquiète pour toi, je suis là, je veux que tu comptes sur moi, je veux te protéger, je te propose de faire ci, de faire ça ». Et s'il veut pas, c'est quand même obligatoire d'aller chez le médecin quand on sent qu'il commence à sombrer. Et bien accompagné, c'est une maladie qui se soigne ? Oui, la dépression, tout à fait, on en sort. Donc ce qui est intéressant et ce qui est important de savoir, c'est que dans la vie, rien n'est bloqué, figé. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Tout change, tout bouge, tout change tout le temps. Donc, c'est vraiment important de se dire, on traverse ça, c'est ponctuel, c'est temporel, c'est en ce moment, mais il y a plein de possibilités pour se soigner et passer à une autre chose. C'est un peu terrible, mais 1 personne sur 5 va vivre un moment de dépression dans sa vie. Donc, c'est énorme. Et oui, ce sont des moments qui se traversent et qui se soignent. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils et beaucoup de supports possibles pour traverser cet épisode-là et en sortir. Eh bien, Adélaïde, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Tu es très occupée par ton métier, que tu fais, et on le sent quand tu en parles avec passion. Tu as pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Clairement, on est sur un thème qui est un peu tabou, la dépression de l'ado. Oui, alors ça s'est un peu déstigmatisé depuis quelque temps. D'ailleurs, depuis cet épisode qu'on a tous vécu de pandémie avec un confinement, où là, il y a eu énormément de jeunes qui ont vécu des troubles anxieux et dépressifs. Et c'est quelque chose qui a pu s'ouvrir davantage, mais c'est vrai que ça reste encore un peu tabou, mais ça existe, c'est une réalité. Les jeunes doivent se sentir accompagnés, protégés et aidés par les adultes autour d'eux. Et c'est aussi pour ça que je tenais absolument à ce qu'on fasse un podcast sur ce thème. Merci pour cet éclairage très efficace. Au plaisir de te retrouver. Bonne continuation. Oui, je t'en prie Gauthier. Merci, au revoir. Les ados et l'expatriation, en partenariat avec les experts du réseau Expat Pro. Dossier parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. expatstudent.fr